bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en fin de 9e année de médecine. Je me passionne donc pour la radiologie, pour la santé et sur cette chaîne YouTube j'essaie de partager aux étudiants et tous ceux qui font des études ou pas, mes astuces de productivité, mais également des conseils pour être en meilleure santé et pour essayer de scaler sa vie à travers sa santé et à travers les études. Donc un petit peu, c'est la philosophie sur cette chaîne, essayer d'apporter le plus de valeur possible. Là, j'ai envie de partir sur des formats plus longs, un petit peu format podcast, mais à travers des sujets qu'on va étudier ensemble, des sujets bien sûr sur les études de médecine, mais sur tous les sujets qui peuvent m'intéresser. C'est le format que je privilégie. Donc j'essaie de faire des formats sur ma chaîne assez longs où je vais pouvoir apporter le plus de valeur possible et on va pouvoir se poser ensemble. Tout simplement parce que ce sont des formats que moi je consomme à la salle de sport, durant mes trajets, voilà, format un petit peu podcast où on se pose ensemble et on essaie de trouver des apprentissages. Moi, j'essaie de ne pas être un gourou ou de quelqu'un qui donne des leçons, mais simplement d'essayer de partager mes opinions sur plein de sujets différents, tout en essayant vraiment le point le plus important pour moi, et c'est pour ça surtout que j'ai fait médecine, c'est pour être en meilleure santé, être en bonne santé. Pour moi, c'est ce qui a le plus de sens et c'est le plus important. Donc il y a ça. Et après, je me rends compte quand même que grâce aux études de médecine, on va pouvoir prendre l'ascenseur social tout de même. Moi, je ne suis pas issu d'une famille particulièrement riche. On n'avait pas de problème, mais grâce aux études de médecine, je me rends compte que je vais pouvoir être quand même beaucoup plus à l'aise financièrement et également être beaucoup plus à l'aise dans mon métier que les générations précédentes. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant les études de médecine. Évidemment, c'est un métier passionnant, on va en rediscuter, mais ça permet également, quoi qu'on le dise, en France, c'est un très bon moyen de gravir l'échelon social. Voilà, donc ici dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble un plan en 5 étapes pour pouvoir réussir au mieux sa rentrée, parce que là c'est un petit peu la période de la rentrée, donc on va voir ensemble ça. Comme je vous dis, on prend le temps, vous pouvez mettre ça à la salle de sport, vous pouvez mettre ce contenu n'importe où, essayer de faire autre chose en même temps, faire du ménage, faire la vaisselle. Moi ce que je fais souvent, c'est que je prends mes écouteurs, donc je peux vous conseiller vraiment AirPods Pro ou bien écouteurs en réduction de bruit active. Vous mettez la réduction de bruit et vous faites ce que vous avez à faire. Et comme ça, au moins, on allie l'utile et l'agréable. Donc en gros, on va essayer de voir ensemble un plan là en 5 étapes. Si je devais refaire médecine cette année, en 2024, parce que moi j'ai passé PACES en 2016 et j'ai également passé le concours de 6e année en 2021. Et donc à travers ces différents concours, j'ai acquis de l'expérience, des compétences. Et si je devais refaire des concours entre guillemets sur l'éducation, donc des concours sur les études supérieures, je me sentirais évidemment beaucoup plus à l'aise. De un, parce que j'ai la confiance, et on va voir que c'est un point extrêmement important. Si je sais que j'en suis capable, je peux me donner. En fait, c'est pas que j'ai plus de chances de réussir, j'ai plus de chances de réussir tout simplement parce que je vais me donner les moyens et je vais travailler à fond, comme si j'étais sûr que si je me donnais à fond, j'allais réussir. Et en fait, c'est surtout ça qu'il faut que vous reteniez. Si vous arrivez à retenir ça déjà, si vous dites je suis capable, et si je me donne à fond, si je suis la marche à suivre et que je me donne les moyens de réussir, je peux le faire. Et ça, c'est une première étape mentale à débloquer parce qu'il y a plein de personnes qui malheureusement finalement ne se donnent pas assez les moyens, ne vont pas au bout des choses. Et voilà, moi j'avais des étudiants en coaching, il avait envie de très bien réussir, d'avoir un très bon classement, mais par exemple il habite à 45 minutes de la fac, tous les matins c'est 40 minutes de trajet, parfois quand il y a des bouchons c'est plus, on prend le bus, etc. C'est du temps perdu. Oui, durant les trajets on peut faire un peu des QCM, etc. Mais ce n'est pas du temps de travail aussi qualitatif qu'un étudiant qui est à la bibliothèque comme moi dès 8 h du matin. Donc ça c'est hyper important à comprendre, c'est que si vous avez vraiment envie de réussir et si vous pensez, enfin c'est pas vous pensez, tout le monde est capable de réussir s'il se donne les moyens et qu'il met en place la bonne méthodologie. Donc vraiment, ça c'est la première étape essentielle et en fait c'est presque ça qui va vous démarquer des autres parce que la vraie difficulté c'est que souvent on n'est pas assez en confiance et on se dit ouais mais je suis pas aussi doué que les autres, etc., etc. Donc vraiment il y a un vrai travail à faire sur soi-même en se disant je suis capable, j'en suis complètement capable si je me donne les moyens. Et en fait c'est toujours ça la condition, c'est que si vous vous mettez au maximum de ce que vous pouvez faire,
Eh ben, on en est capable. Tout simplement, je vais commencer un petit peu par l'histoire d'un pote à moi, parce que ça va permettre de bien mettre ça en lumière. C'est un pote à moi au lycée, il n'était pas particulièrement doué. C'était un pote assez planeur, c'est-à-dire que il avait un peu la tête en l'air. Voilà, on a tous ce pote-là où on connaît tous cette personne qui est un petit peu dans la lune. On sentait que des fois, on lui parlait, ça allait, et des fois, il était complètement perché. Et donc au lycée, c'était du 11-12 de moyenne, c'était pas des notes exceptionnelles. Alors, attendez, hop, je vais un tout petit peu baisser la caméra, on sera plus à l'aise entre nous. Hop, voilà, voilà, hop, on est mieux comme ça. Voilà, donc ce pote-là, bah, il était pas spécialement doué, il avait 11-12 de moyenne, il travaillait quand même, hein, parce qu'il avait envie, de pouvoir aller en médecine, etc. Mais ce n'était pas une fusée. Si les profs avaient dû miser sur quelqu'un, ce serait probablement pas lui. Et à côté de ça, il y avait une fille qui, elle, était extrêmement travailleuse, très terre à terre, 17-18 de moyenne, en terminale S, hein, donc on avait physique, maths, SVT, donc très performante. 18 de moyenne, je crois qu'au bac, c'est pareil, il a été 17 ou 18 de moyenne. Donc vraiment, si les deux donc, sont allés en médecine, et là les professeurs, ils ont dit, bah, bien sûr, c'est elle qui va réussir, et lui non. Donc, ce qui se passe, bon, la première année, les deux n'ont pas réussi à se mettre dedans et à comprendre un petit peu le mode de travail de la faculté. Et donc, les deux ont loupé la première année. Bon, disons qu'on va oublier cette partie-là parce que vous allez voir que si là, je vous présente le vrai plan plus tard, quand vous allez y aller en première année, vous serez capable de réussir avec les bonnes clés. Mais là, disons qu'ils n'étaient pas assez préparés. Et donc la deuxième année, lui, en fait, il a réussi à rebondir et à comprendre un petit peu vraiment qu'est-ce qu'on attendait de lui. Mettre en place une vraie méthode de travail basée sur la répétition, sur la compréhension, faire des entraînements, etc. etc. Et surtout, il s'est coupé des influences qu'il avait au lycée avant. Il s'est mis vraiment avec un groupe de travail. Il a mis en place toute la méthodologie adaptée pour pouvoir réussir. Et en fait, lui, ben, il a réussi à se dépasser, à bien rebondir. Et en fait, il a réussi à passer en deuxième année de médecine lors de son redoublement. Et en fait, ça a prouvé que sur le papier, ce n'était pas lui qui était le plus destiné à réussir. Voilà. Et en fait, moi, j'ai plein d'exemples comme ça où j'ai des amis qui, si on regarde au lycée, c'était pas les meilleurs, même avant, et c'était pas les plus doués. Mais quand on a vraiment envie de réussir et qu'on met en place la bonne méthodologie en comprenant vraiment ce qu'on attend de nous et qu'est-ce qu'il faut faire, comment ceux qui réussissent font, mais finalement, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Et l'autre personne qui avait 17-18 de moyenne au lycée, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a travaillé. Alors, je crois que cette personne-là a eu pharma, donc c'est quand même un bon résultat, mais je crois que de base, c'était plutôt médecine. Et donc, elle n'a pas eu les résultats aussi qu'elle voulait. Et elle a moins bien réussi que mon pote qui avait 12 au lycée. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de au lycée, j'ai pas assez de bonnes notes, etc. etc. C'est à partir du moment où vous êtes en médecine, c'est à partir du moment où vous êtes en passe que toutes les choses vont se jouer. Et même pour ceux qui sont en 4e, 5e année de médecine, je sais que la plupart de l'audience regarde 4e, 5e année, donc vous verrez, il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Évidemment, c'est pas parce qu'on n'a pas fini, on a eu PACES à Razmot qu'on n'a aucune chance de réussir très bien l'internat. Donc il faut juste mettre en place, en fait il faut se mettre dans le bon système. Et le bon système, on va voir qu'il y a plusieurs choses à mettre en place et notamment l'environnement, c'est hyper important. Vous verrez que c'est la dernière étape, un petit peu bonus, mais si vous avez un environnement avec des gens qui sont très motivés, que vous êtes dans un cadre en fait, ça va tout changer. Tout simplement parce que moi je me rends compte que là, j'essaie d'entre guillemets, à côté de mes études, un petit peu d'entreprendre, de créer un logiciel, de pouvoir le partager aux étudiants. Et en fait, vu que je suis un petit peu tout seul dans ce processus-là, c'est plus dur. Alors que si par exemple j'étais à Paris ou aux États-Unis dans un incubateur, l'écosystème autour de moi, tout le monde est en train de créer une boîte, tout le monde est en train de se dépasser, tout le monde, même s'ils ont un travail à côté, quand ils rentrent chez eux, ils vont travailler sur le logiciel, ils vont travailler sur le marketing, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup plus d'émulation. Et moi, c'est vrai que je ne vais pas me plaindre, mais je ressens que j'ai besoin de plus me pousser pour pouvoir créer mon projet. Et quand j'en ai marre, etc., je ne vais pas aller aussi loin que ce que je pourrais. Alors que si j'étais dans un écosystème startup, si j'étais dans un écosystème d'entrepreneurs, ce serait beaucoup plus naturel. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand vous êtes en études de médecine. Bien sûr, quand vous êtes à la faculté, quand vous êtes dans vos écuries, dans vos classes préparatoires, tout le monde se tire vers le haut, mais vous pouvez aller chercher encore plus loin lorsque on est avec un groupe de travail qui est vraiment déterminé. Et moi, je me rends compte, j'ai un groupe de potes qui a très bien réussi.
tout simplement parce qu'ils étaient 5 ou 6 vraiment déterminés à vouloir terminer le top 500 pour l'internat. Et ça s'est très bien passé pour eux parce que ils sont allés au bout des choses et vraiment ça travaillait à fond tous les jours à 21h, à 22h. C'était normal en fait. Pour eux, dans leur groupe, à eux, c'était normal de travailler comme un malade. Voilà. Donc il faut, en fait, je vous dis ça parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont assez seuls. Quand je prends les coachings, j'ai beaucoup de gens qui me disent je suis tout seul, je fais mes allers-retours à la faculté ou bien je travaille chez moi, mais ils sont un petit peu isolés. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est isolé. On a l'impression qu'on travaille à fond, qu'on se dépasse, etc. etc. Mais quand on se compare par rapport à d'autres, on va voir que la comparaison n'est pas toujours bonne. Il ne faut pas tout le temps se comparer parce que chacun sa méthode, chacun son fonctionnement. Mais en fait, il y a une différence entre se comparer et avoir une bonne émulation. Donc, je peux vous conseiller vraiment de faire attention à ça et d'avoir une bonne émulation pour réussir. Donc ça va être un point très important et je l'ai mis à la fin en fait pour le point bonus. Donc concrètement, si je devais refaire un petit peu mes études, qu'est-ce que je ferais? Donc tout d'abord, disons que là on va prendre l'exemple d'un étudiant qui est en passe. Il y a à partir d'un moment, moi je m'étais fait un espèce de déclic, c'est-à-dire que à partir du moment où c'était la rentrée, à partir du moment où c'était le jour J où ça a commencé, j'étais en mode machine. Il faut vraiment, comme un interrupteur, passer en mode on-off. Si on ne peut pas se permettre d'être à moitié, de dire allez, je me lance, c'est la rentrée, ou bien voilà, il faut vraiment être déterminé, il faut avoir quand même un mental. Alors c'est peut-être plus un raisonnement masculin, mais il faut être un petit peu vraiment déterminé, un peu en mode guerrier, quoi. Il faut vouloir y aller et en découdre. C'est très important de vraiment switcher comme ça. Et à partir du moment où l'année commence, il faut y aller très très fort parce que ça va aller vite, même si ça reste quand même un marathon parce qu'il faut tenir sur la durée, mais il faut passer. Il faut passer le switch mental et à partir du moment où vous avez switché mentalement, ça va pouvoir partir très très fort et surtout on va voir après, c'est important de se mettre vraiment toutes les chances de son côté pour réussir et de se mettre dans les bonnes conditions. On ne peut pas se permettre d'avoir des petits vices, on ne peut pas se permettre de dire ah ben je passe encore 2 heures sur mon téléphone, etc., etc. Moi je vois les étudiants qui m'envoient des messages et qui me disent ah je suis accro à mon téléphone, je passe encore 2-3 heures par jour. Malheureusement, vous n'arriverez pas à réussir parce que à part si vous avez des grosses prédispositions, etc. Mais ça reste des exceptions. Pour la plupart des gens, quand on a envie de réussir, il faut se voir comme un sportif de haut niveau pour les études. En fait, il faut optimiser tout ce qu'il y a autour de ces révisions pour pouvoir être le plus performant le jour du concours. Et on ne peut pas se permettre de ne pas mettre toutes nos chances de notre côté. Donc c'est pour ça que à partir du moment où l'année démarre, on est en mode drastique, on se lance. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en études de médecine, il y a des années charnières. C'est-à-dire que année charnière, ça veut dire quoi? Si vous passez la première année et que vous passez en deuxième année, ça y est, vous êtes tranquille. Pendant déjà de 1 le reste de votre vie, parce que vous savez que vous allez réussir médecine ou bien dentaire, kiné, pharma, sage-femme. Mais c'est pareil pour la sixième année. À partir du moment où vous avez votre résultat et que vous êtes interne de cardiologie, interne de dermato, interne de radiologie, interne d'ophtalmo, ça y est, vous êtes tranquille pour le reste du temps. Et après ça, vous allez pouvoir vous reposer si vous voulez, vous allez pouvoir être un peu plus lax avec vous. Mais vraiment, dans les années charnières, je peux vous conseiller d'être au maximum de vos capacités parce que c'est ce que j'ai fait moi et on ne regrette rien. On ne regrette jamais le fait de s'être trop donné, on ne regrette jamais le fait de ne pas, de pas avoir passé beaucoup de temps sur son téléphone durant ces moments-là et c'est extrêmement important. Donc voilà, donc il faut vraiment prendre la décision et être aligné avec soi-même, savoir pourquoi vous faites tout ça, c'est important. J'ai pas assez mis l'accent là-dessus, mais c'est assez important aussi de savoir pourquoi on fait tout ça. Quelles sont nos raisons profondes, parce que ça va nous permettre de nous pousser et d'avoir un émotionnel assez puissant dans notre prise de décision. Pourquoi vous faites ça? Pour faire un métier qui a du sens pour vous, pour inspirer. Moi, souvent en coaching, j'ai des gens aussi qui sont en reconversion, anciens infirmiers, anciens manip, etc. Et parce que ça a toujours été un rêve pour eux, pour inspirer leurs enfants, pour inspirer leurs femmes, pour pouvoir mettre leur famille à l'abri. Ça, c'est important. Ça, c'est un pourquoi assez important. Après, ça peut très bien être parce que vous avez toujours voulu être médecin, parce que vous voulez rendre fier votre famille, peu importe. Voilà. Mais c'est important de réfléchir au moins un petit peu à quelques raisons profondes qui vous poussent à faire ça. Et ça va vous donner encore plus de motivation, même si on va le voir, la motivation c'est important. Mais après, ça va être le cadre que vous mettez en place, la discipline que vous avez. Moi, je pars sur une approche un petit peu hybride, c'est-à-dire que il faut avoir de la motivation, c'est ce qui va vous permettre de démarrer.
Ensuite, il faut que la méthode de travail que vous mettez en place et l'organisation que vous avez au quotidien, elle vous plaît. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir, même si bien sûr on préférait être sur la plage ou bien en voyage, là maintenant il va falloir bosser. Donc il faut trouver un certain plaisir dans ce quotidien-là pour pouvoir tenir et travailler dans des bonnes conditions. Donc motivation, donc il faut trouver un sens pour nous, pourquoi je fais ces études-là. Deux, trouver du plaisir dans son quotidien, on va le voir. Et après trois, évidemment mettre un cadre, parce que si vous n'êtes pas assez cadré, si vous n'avez pas une certaine discipline, ça ne va pas le faire. Mais on ne peut pas isoler l'un et dire j'ai que de la discipline et du coup je travaille comme un malade. On ne peut pas dire je prends que du plaisir et du coup voilà. Et on ne peut pas dire je pars que à la motivation. Il faut avoir un espèce d'ensemble des trois qui fait que entre plaisir, motivation et discipline, vous allez vraiment réussir à vous pousser et atteindre en fait un peu un espèce d'état de flow. C'est surtout ça qu'on recherche, c'est cet état de flow qui va nous permettre d'être tellement plongé dans nos études que on va travailler comme un malade et voilà. Donc, première étape, vraiment passer en mode switcher pour être prêt, entièrement prêt à se lancer. Ensuite, deuxième étape, il va falloir vraiment supprimer un maximum de distractions. Les distractions sont, je pense, la cause numéro 1 d'échec, tout simplement parce que on ne se rend pas compte que passer 1 heure ou 2 sur son téléphone par jour, passer une demi-heure, 1 heure à scroller, passer une demi-heure, 1 heure à jouer aux jeux vidéo. Ça paraît bête, mais il y en a qui le font. Et alors, les jeux vidéo, disons que c'est peut-être un peu plus flagrant, mais passer 1 heure à scroller, ça l'est moins et c'est tout aussi handicapant. Moi, je le vois, il y a beaucoup de gens, surtout les plus jeunes, qui passent beaucoup de temps sur le téléphone, TikTok, Insta. Et en fait, à partir du moment où vous allez rentrer en première année, là, on n'est plus dans le monde des bisounours, ça va aller très très vite. Et si vous n'arrivez pas à vous acclimater, à supprimer le maximum de distractions, au moins durant cette année-là, même si c'est difficile, vous êtes habitué à passer beaucoup de temps, au moins pendant 1 an, vous coupez et après on verra après. Mais laissez-vous le maximum de chance et je peux vous garantir que supprimer là, durant ce podcast, si vous voulez mettre pause maintenant ou à la fin de cette vidéo, vous hop et vous supprimez l'application, il n'y a pas de temps écran, etc. Pendant 1 an, vous supprimez et ensuite on verra. Et en fait, à partir du moment où vous êtes entièrement dedans. C'est-à-dire que si vous dites à vos potes, bon mais ça y est, c'est la rentrée, maintenant je suis en mode médecine, il n'y a plus de conneries, je suis plus trop joignable, maintenant je suis en mode je suis focus. Vous supprimez Insta, vous supprimez TikTok. Au début, les gens ils vont pas trop, enfin c'est pas qu'ils vont pas trop comprendre, mais ils vont être en mode ah ouais t'es chaud toi. Et puis après, au bout d'une semaine, 2 semaines, quand vous y êtes plus du tout, bah, il y a plus de, en fait les gens entre guillemets vous oubliez assez vite. C'est-à-dire qu'après si vous, je sais pas, si vous envoyez moins de messages, si vous partagez moins de vidéos ou bien si vous êtes moins dessus. Ça s'oublie assez vite et en fait après vous allez être dans votre truc et justement c'est là où l'importance de l'entourage est primordiale parce que si on s'enlève des réseaux, c'est-à-dire que les gens avec qui on a été habituellement en communication, on ne l'est plus, mais que on est en lien physique avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui ne sont pas sur les réseaux, mais qu'on voit dans le vrai monde, dans les écuries, à la bibliothèque, à la faculté, en fait, vous n'allez pas ressentir vraiment de bizarrerie, parce que c'est ça en fait. Ça peut être si tous vos potes sont sur les réseaux, etc., et que vous passez votre temps à la bibliothèque et que vous avez l'impression que, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'au début, vous êtes motivé, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand vous allez commencer à avoir les premières mauvaises notes, que vous allez commencer à vous poser des questions, c'est là où les choses vont basculer. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment se mettre dans un environnement où c'est normal de se fracasser au travail et de supprimer l'ancien monde. Après, vous pourrez y retourner, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est durant cette première année, durant cette 4e, 5e, 6e année, supprimer un maximum de distractions, supprimer un maximum les réseaux, les jeux vidéo, l'alcool, etc., qui vont faire que vous allez pouvoir être plongé au maximum dans votre univers, dans votre quête en fait. Il faut vraiment voir ça comme un jeu vidéo, mais dans la vie réelle. Vous avez une quête, votre quête c'est réussir votre année. Et pour la réussir, vous allez devoir faire plein de petites quêtes qui sont terminer ce livre, terminer cette matière, terminer ce cours, faire des QCM, etc., etc. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit vraiment de je supprime le reste, je suis full focus, et pour ne pas péter un câble, on va le voir après, il va falloir avoir quand même quelques exutoires, il va falloir avoir quelques moments qui nous font du bien, mais il va falloir bien choisir ces moments. Parce que si vous choisissez vos moments, enfin quand je dis bien choisir, c'est bien choisir les activités que vous allez faire. Parce que si vous êtes justement, si juste pour vous décontracter le soir vous faites 2 heures de TikTok, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On va le voir. Ce qui est important, c'est de faire un petit peu de sport, de voir un peu des amis. Donc c'est surtout le social, les amis, la famille, un peu de sport, un petit peu de sortie en extérieur, prendre l'air,
voir de la nature, ça c'est des choses qui font souffler, qui font récupérer l'esprit et au contraire euh, qui ne vont pas mettre en comparaison en fait, deux activités qui sont beaucoup trop différentes sur le plan de la dopamine. En fait, c'est ça qui est important. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais le cerveau, il est toujours en train de comparer deux activités. Et donc, imaginons, vous pouvez soit être sur le TikTok à scroller, et du coup, le cerveau, il est stimulé, il adore ça, ou bien vous dire, il faut que je me mette sur mon bureau, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de son, il y a juste des trucs à lire. Donc, en fait, entre lire ses cours et aller sur TikTok, le cerveau, lui, il va se dire, ah, le mieux, c'est de faire TikTok. Sauf que entre la raison, la motivation, la discipline, vous allez facilement choisir du coup les livres. Mais au bout de 1 mois, 2 mois de cours, au bout d'une journée de 10 heures de travail, quand on est le samedi, quand on est le vendredi soir, que vous en avez marre, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va se dire, ah, c'est bon, ça va, tu as assez travaillé, vas-y, va sur TikTok, il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème, c'est que si dans votre tête, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est-à-dire que c'est soit vous êtes assis chez vous, soit vous allez marcher, soit vous travaillez sur vos cours, en fait, vous allez marcher, mais au bout d'une demi-heure, vous dites, bon, c'est bon, je vais aller sur mes cours. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus simple de prendre la bonne décision. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de se mettre dans un cadre où c'est facile de prendre la bonne décision. C'est surtout ça, en fait. Et quand vous faites ça, au début, c'est un peu difficile, c'est parce qu'on passe d'une vie un peu stimulée, etc., à, c'est beaucoup plus calme, mais c'est beaucoup plus simple de prendre la bonne décision. Et moi, je vois qu'il y a il y a des gens, ils te disent, je suis en médecine, ou je suis en première année. En fait, ils ne se sont jamais vraiment mis parce que ils sont là et hop, ils ont toujours le téléphone à portée de main. Donc, s'ils veulent scroller, ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. S'ils veulent sortir, etc., ou quoi, à 17 h, ils vont le faire. Et donc, en fait, ils sont pas dans ce. Il faut quand même que, même si on va le voir, il faut que quand vous travaillez, ça reste agréable. Euh, ils ne sont pas dans cette démarche vraiment de je me donne tous les moyens possibles. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape, supprimer un maximum de distractions, pardon, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de chances de réussir. Malheureusement, enfin malheureusement oui et non, il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà. Et après, vous pourrez profiter autant que vous voulez une fois que vous serez passé en deuxième année, une fois que vous aurez la spécialité de vos rêves. Ok, ensuite, troisième étape, moi je pense que l'environnement de travail, l'environnement de réussite est extrêmement important. Et s'il y a un investissement rentable, c'est d'habiter proche de la faculté, d'habiter proche de là où vous allez travailler au quotidien. Donc on va voir qu'il y a deux choses à déterminer. De un, ça va être est-ce que vous allez en cours, oui ou non. Vous verrez que alors il y a certaines facultés où c'est obligatoire, il y en a d'autres où c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a des facultés dans lesquelles on va pouvoir récupérer les cours en vidéo, et donc vous allez pouvoir les re-regarder en vidéo. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais payé pour un organisme qui prenait les cours à ma place. Donc j'avais payé 300-400 € l'année, et ça prenait les cours à ma place, et donc tous les jours, je recevais les PDF des cours. Donc ça, c'était en première année. Et après, en quatrième, cinquième année, hop, je vais vous sortir ça. Bon, ceux qui sont en 5e année et 6e année, ils savent pertinemment comment ça fonctionne, mais vous avez les livres, donc ça c'est les livres de référence, et en fait dans ces livres-là, j'avais tout le programme. Donc j'avais pas besoin d'aller en cours pour savoir qu'est-ce qui allait tomber le jour du concours, j'avais juste ça. Et ensuite, on va le voir dans la quatrième ou cinquième partie en fonction de la méthode de travail, mais une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir travailler de votre côté les cours. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'aller en cours pour pouvoir finalement pour pouvoir comprendre, avoir un cadre et pouvoir poser des questions aux professeurs, etc. Il y en a qui ont vraiment besoin. Mais si lorsque vous allez en cours, vous avez l'impression de perdre du temps, vous avez l'impression que vous devez être à l'heure alors que ce n'est pas votre truc, etc., etc., ne vous forcez pas en fait. Il faut que ça reste naturel le travail. Et si vous n'arrivez pas à aller en cours et que vous avez l'impression que ça vous dessert, ne vous forcez pas. Donc ça c'est important. Hop, je range ça. Ça c'est important. Mais voilà, donc déjà, première chose, est-ce que vous allez en cours, oui ou non? Et si vous n'allez pas en cours, trouvez une méthode pour pouvoir avoir les cours le plus facilement possible. Moi, j'avais payé un organisme. Des fois, il y a vos facultés, il y a vos organismes de préparation qui vous donnent les cours aussi. Donc, débrouillez-vous pour avoir les cours si vous n'y allez pas. Ce n'est pas du tout problématique. Moi, je n'allais jamais en cours. Je ne suis jamais allé de la première à la 6e année. Je ne suis jamais allé en cours. Et j'ai très bien réussi, il n'y a pas de problème. Je me sentais bien. Je travaillais à la bibliothèque. Je n'étais pas déconnecté de la fac. Je bossais à la bibliothèque, mais j'arrivais à 8 h. Je travaillais de 8 h à midi. Je bossais mes cours. Et voilà. Et en fait, on va le voir après, je faisais des recherches supplémentaires sur ChatGPT, sur études.ai, il n'y avait pas à l'époque bien sûr, mais sur Google, sur YouTube, je regardais des vidéos, je faisais ma propre formation, mais je n'avais pas besoin de prof. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, aller en cours, oui ou non. Et ensuite, après, vous allez voir où est-ce que vous allez travailler. Donc ça peut très bien être chez vous, ça peut très bien être à la bibliothèque, ça peut très bien être à votre prépa.
vous allez travailler dans un endroit, il faut que vous vous sentiez bien dans cet endroit et que en fait, le plus important c'est ça, c'est là où vous allez passer le plus de temps, donc en train de travailler. Il faut que ce soit proche de votre lieu de vie parce que si vous mettez une demi-heure, 45 minutes à aller travailler, le matin c'est du stress pour les transports, c'est du temps perdu. Vous allez stresser parce que vous dites ah ouais mais je pourrais travailler, vous allez faire des QCM, vous allez réviser vos cours dans les transports en commun, mais en fait c'est pas du tout aussi efficace que si vous étiez en train de travailler posé sur une table. Donc vraiment ça c'est à ne pas négliger et pour moi c'est un des investissements les plus rentables entre guillemets, c'est d'habiter proche de son lieu de travail au moins pour la première année, au moins pour la sixième année par exemple, enfin maintenant la cinquième année, mais c'est extrêmement important parce que c'est une source de stress en moins, c'est du temps de sommeil en plus, c'est vraiment non négligeable. Et en fait c'est disons une heure en tout, entre le temps de trajet, le temps d'aller je sais pas, jusqu'au métro à pied, après de prendre le métro, d'attendre le métro, etc., etc., le matin, le soir, ça va correspondre à par exemple une heure tous les jours. Sauf qu'une heure tous les jours, ça pourrait être une heure de sport, ça pourrait être une heure de sommeil, ça pourrait être une heure de travail sur une matière. Et en fait, cette heure-là, fois 300 jours, fois 200 jours, fois 2 ans, ça va faire une différence significative. Donc, s'il vous plaît, prenez, si vous avez, soit vous pouvez prendre le Crous, qui est souvent proche de la faculté, soit vous pouvez vous prendre un appartement, mais ou bien ceux qui travaillent chez eux, ben, c'est encore mieux parce que vous êtes vraiment à la maison et après vous prenez les cours, par exemple, vous prenez les cours en, qu'on appelle ça, avec les organismes ou bien vous les téléchargez, peu importe, vous vous débrouillez pour avoir les cours, mais il faut être à maximum 15 minutes de son endroit de travail parce que ça va faire une différence significative. Et voilà, moi j'allais à la BU, j'habitais à 2 km, j'y allais en trottinette, je mettais 5-10 minutes maximum. Donc je me levais à 7h30, je me préparais et j'arrivais à la BU à 7h55. Hop, j'avais ma place. Je travaillais de 8h à 12h30. Je rentrais chez moi à manger. Je mangeais de 12h30 à 13h30. Je verrouillais ma place à la bibliothèque et je revenais à 13h30 et je retravaillais de 13h30 à 18h. À 18h, je rentrais chez moi, je faisais un peu de sport et après, je reprenais de 18h30, enfin de 19h à 22h par exemple. C'était mon emploi du temps, mais ça me permettait d'être tellement optimisé, de ne pas être stressé par rapport à tout ça. Voilà, moi j'ai plein d'étudiants en coaching qui me disent ouais, je suis à 45 minutes de la BU, le matin je me lève à 6h30, j'arrive à la BU, il est 9h. Je me dis mais c'est pas possible. T'arrives, moi je me suis levé une heure plus tard et j'ai commencé une heure et demie après avant toi de travailler, donc je suis beaucoup plus optimisé. Et ça, jour après jour, c'est du stress, c'est des choses en moins, donc vraiment je peux vous conseiller d'habiter proche de là où vous êtes. Et je vais en profiter aussi pour justement clarifier un petit peu le concept et le but des écuries. Donc écurie ou classe préparatoire ou boîte à colle, le but principal, pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est si vous avez des bonnes salles de travail, c'est top parce que ça va vous permettre de pouvoir travailler justement là-dedans. Moi, je bossais beaucoup à la bibliothèque, mais le week-end, elle était fermée, la bibliothèque par exemple. Donc, je pouvais travailler à l'écurie. Donc, déjà, si vous avez des bonnes salles de travail qui sont agréables, qui sont climatisées bien sûr, dans laquelle vous allez pouvoir avoir des gens, et c'est ça le deuxième point, c'est avoir un groupe de personnes qui sont motivées. Moi, c'est évidemment à l'écurie que j'ai croisé des gens et avec lesquels je me suis entendu. Voilà, ça n'a pas besoin d'être vos meilleurs amis, mais le fait d'être à l'écurie, vous allez pouvoir avoir un groupe de gens qui sont motivés, qui sont déterminés à réussir, et après, vous allez vous challenger, vous allez vous pousser ensemble au QCM régulièrement, vous allez imaginons travailler le soir ensemble jusqu'à 21h, 22h, vous allez discuter, vous allez pouvoir faire des fois des QCM ensemble, etc. Et donc en fait vraiment, c'est important de trouver un groupe de travail. Vous n'êtes pas obligé de travailler ensemble évidemment, mais des fois il y en a qui travaillent dans la même pièce. À force de travailler tous les jours dans la même pièce, vous allez pouvoir discuter avec les gens à la pause du midi, le soir, voilà. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça, c'est d'avoir ce groupe-là qui va vous pousser et d'être avec des gens où vous êtes dans le même mood. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'allais à la BU. Alors, c'était marrant, bibliothèque. Je ne connaissais pas vraiment les gens, enfin je leur avais jamais parlé, mais on se voyait tous les jours parce on était tous un peu à la même place, on arrivait au même moment et on savait que c'était parti quoi. Moi je me rappelle, il y avait des étudiants, il y avait 3-4 étudiants de dentaire qui préparaient le concours à l'internat, on était tous à peu près vers le même endroit, moi j'y allais et je leur ai jamais parlé, mais par contre je bossais et je dis pas qu'on se regardait en mode vas-y let's go, mais c'était un peu ça. Et donc du coup, après j'avais mes potes qui étaient un peu ailleurs dispatchés dans la BU, mais du coup voilà, on était vraiment en mode let's go, on se massacre et c'est parti. Donc voilà, donc ça c'est hyper important d'avoir un bon environnement de travail et surtout des gens avec lesquels vous allez vous dépasser. Donc but des écuries, un, on a dit quoi? Avoir un bon environnement de travail pour pouvoir avoir des salles de travail si vous aimez bien bosser là-bas.
et de 2, avoir là où vous allez rencontrer des gens. Après, faire des QCM à l'écurie, etc., etc. En fait, au fond, c'est la même chose de partout. Donc, c'est pas ça qui va faire une différence significative. Ne vous dites pas, ah ben du coup, lui, il a une meilleure écurie. Non. Par contre, oui, si vous avez des gens, si tu es dans une écurie qui n'est pas extrêmement cotée, mais que tu es avec 4-5 mecs qui, eux, sont déter, vous avez des chances de réussir. Voilà. Mais si tu es tout seul dans la super écurie, ça ne va rien changer non plus. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, hein, c'est assez significatif. Ensuite, quatrième point, moi j'aurais dit mettre en place un planning de révision. D'abord, moi ce que j'avais fait en fait, c'est que je ne voulais pas me laisser la place au choix. Et en fait, j'avais envie d'organiser ma semaine. En fait, je savais que en gros, ce que je faisais, c'est que j'avais organisé mes jours. Je ne parle pas sur les cours que je dois faire, mais qu'est-ce que je faisais chaque jour. Donc de 8h à midi, je travaillais, c'était travail. Ensuite, de midi à 13h, pause manger. Après, de 13h à 17h, travail. De 17 à 18h, sport plus goûter. De 18h à 20h, QCM. Et de 20h à 22h, conférence ou bien livre, enfin pas livre, cours que je regardais en accéléré, par exemple en x1,5. Voilà. Et donc je savais tous les jours ce que je devais faire et je ne me posais pas la question, ah il est 15 heures, est-ce que je me fais une pause ou pas? Non, c'était ok, la pause c'était à 16 heures, et puis après c'était à 18 heures, peu importe. Mais voilà, il faut que vous sachiez un petit peu à quel moment vous devez faire quoi, et comme ça votre cerveau il arrive, il se lève, il sait ce qu'il a à faire, boum boum boum, et voilà. Et après c'est pareil, le dimanche, moi je travaille le dimanche de 8 heures à midi, midi et demi, et après c'était la pause du dimanche après-midi. Je savais que c'était mon moment de pause, voilà. Vous, ça peut très bien être la pause le samedi soir à partir de 18 heures, comme vous voulez. Mais moi, j'avais des moments déterminés. Et comme ça, je ne me posais pas la question. J'arrivais, je faisais ma semaine, je déroulais. Et ça se passait plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est finalement pour le planning. Et je peux vous conseiller d'avoir un planning assez carré. Comme ça, vous savez un petit peu ce que vous devez faire et vous ne vous prenez pas la tête. Et voilà, donc après moi ce que j'avais mis c'était en place la méthode des J. Donc méthode des J c'était ça c'était en première année. En cinquième année c'était trop difficile, il y avait trop de cours donc j'avais pas mis la méthode des J. J'avais une méthode un petit peu plus, comment dire, un peu plus allégée où je révisais mon cours le jour même. J'essayais de le revoir le week-end et après je le revoyais pour les examens. Donc ça me faisait au moins 3 fois, le jour 0, le week-end et pour les examens. Ça me faisait déjà 3 fois. Et après, quand je suis arrivé en sixième année, j'ai revu tous mes cours une fois à fond. Enfin, j'ai refait un tour entier. J'ai fait des annales. J'ai refait un tour entier. Donc voilà, j'avais fait plutôt comme ça. Mais voilà. Mais on va voir que du coup, la cinquième étape à mettre en place, en fait, c'est une bonne méthode de travail. Et pour moi, c'est assez simple en fait. Elle repose sur 3 piliers. Premier pilier, le plus important de tout, c'est la compréhension. Peut-être qu'en première année, il y a un peu plus de par cœur quand même, parce que l'anatomie, certains cours de physique, etc., il y a quand même pas mal de par cœur, disons-nous. Mais dans tous les cas, il faut essayer de comprendre. Si vous ne comprenez pas vos cours, si vous vous contentez d'apprendre par cœur, vous n'allez jamais retenir, ça va être un enfer. Donc, compréhension. Et pour pouvoir comprendre, il faut prendre le temps de se concentrer à lire de bien voilà, se plonger dans son cours et essayer de maximiser la compréhension. N'hésitez pas à faire des recherches sur ChatGPT, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google, sur YouTube, sur études.ai. Vous pouvez vraiment avoir le plus de compréhension possible en multipliant les sources d'informations. Et même si au début ça va vous prendre un peu plus de temps, sans abuser non plus, si vous mettez 4 heures par cours, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, ça c'est important à essayer de maximiser la compréhension. Donc premier point. Et deuxième point, une fois que vous avez une bonne compréhension, vous allez pouvoir du coup revoir vos cours plusieurs fois. Donc ça c'est important de revoir ses cours régulièrement. Et donc répétition, c'est le deuxième point. Donc compréhension, répétition. Répétition, il n'y a pas besoin de le voir 10 fois. Moi, quand j'étais en première année, j'ai fait la méthode des J, donc effectivement, je revoyais mon cours, je ferai une vidéo dédiée ou un podcast dédié, parce que là, je me suis dit que je ferais plutôt des podcasts, parce que je préfère prendre le temps d'expliquer, qu'on partage des choses ensemble, donc plutôt format podcast, mais peu importe, en fait, c'est des podcasts sur des sujets, donc si je me fais un podcast sur méthode des J, dans tous les cas, voilà, peu importe. Donc, disons que voilà, moi en première année c'était méthode J, J0, J1, J3, J7, J21, J30, etc. etc. Voilà. Mais quand j'étais en cinquième année, quatrième année, je revoyais mon cours le jour J, je le revoyais le week-end, je le revoyais à différents intervalles parce que revoir son cours une seule fois, c'est pas possible. Ça paraît logique de se dire je revois plusieurs fois mon cours, mais moi je me rappelle quand j'étais au lycée, je voyais une fois mon cours pour l'examen et c'était fini. Alors que si j'avais vraiment envie d'avoir des résultats de fou, il fallait revoir 2-3 fois son cours et le fait de répéter, le cerveau comprend que c'est une information importante et donc il va falloir le retenir. Donc compréhension numéro 1, le plus important. Numéro 2, c'est qu'on a dit répétition. Et troisième point, pareil, il est extrêmement important, essentiel,
c'est l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas à ce qu'on vous demande, ça ne sert à rien de réviser en fait. Parce que vaut mieux passer du temps à s'entraîner à ce qu'on va vous demander plutôt que d'apprendre. Évidemment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais vaut mieux passer un peu moins de temps à réviser et passer plus de temps à s'entraîner que l'inverse. Parce que je vois trop de gens qui sont là, qui apprennent par cœur, mais en fait, si ça se trouve, les questions des examens, ce n'est pas du par cœur, c'est des petits exercices, c'est de la compréhension. Donc il faut savoir appliquer ces connaissances. C'est bien d'avoir ces connaissances, mais si vous ne les appliquez pas, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Donc vraiment, je vous conseille un maximum de vous entraîner. Moi, je m'étais mis des plages de QCM, c'était 18h à 20h tous les jours, je faisais 2 heures de QCM. Ça peut très bien être de 13h à 14h après manger parce que c'est là où vous êtes un petit peu plus moins attentif sur vos cours et donc c'est bien de faire des QCM. Ça peut très bien être, voilà, mais je peux vous conseiller d'en faire tous les jours. Ce sera vraiment un bon moment pour vous entraîner et surtout prenez des notes sur vos entraînements. Par exemple, imaginons que vous avez les cours sur format papier, ben, vous pouvez mettre au début du cours des choses qui tombent régulièrement, vous pouvez mettre des petites flèches sur les endroits qui sont tombés, etc. Mais prenez un peu des notes sur vos QCM pour pouvoir en tirer des bénéfices. Donc faites-en. Déjà, vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qu'on va attendre de vous, d'accord? Et ça va vous permettre de… en fait, en gros, le vrai combo gagnant, c'est de réviser son cours une fois, de faire des QCM dès la deuxième lecture, avant la deuxième lecture, parce que ça va vous permettre de comprendre, en gros, qu'est-ce qu'on attend de vous sur votre cours. Et ensuite, à votre deuxième, troisième, quatrième lecture, vous allez être plus pertinent parce que vous allez savoir un petit peu qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est attendu. Donc vraiment, je peux vous conseiller de faire des QCM assez rapidement. Il y a plein d'étudiants qui me demandent, oui, les QCM, à partir de quand je le fais? Est-ce que je le fais à la deuxième lecture, à troisième, quatrième? Non, il n'y a pas besoin d'être prêt. C'est pas grave en fait de faire des erreurs, c'est pas grave de faire des fautes en QCM parce que une faute qui est faite maintenant, c'est une faute qui ne sera plus faite le jour du concours. Et le but, c'est d'être prêt le jour du concours. Le but, c'est pas d'avoir des super notes toute l'année en QCM parce que vous avez révisé 10 fois le cours et vous avez attendu de réviser 10 fois le cours avant de faire un QCM. Et après le jour du concours, ben, en fait, d'avoir oublié ou bien de n'avoir révisé que la moitié du programme. Le but, c'est d'être prêt sur tous les cours le jour du concours. Donc, il vaut mieux faire des fautes durant l'année et ne pas refaire ses fautes durant le concours plutôt que de ne pas faire de QCM par exemple par peur de faire des erreurs. Donc vraiment c'est très important de ne pas négliger ça. Voilà, donc ça c'est hyper important, entraînement. Après il y en a plein qui me demandent comment je fais pour m'entraîner. C'est très simple, vous prenez des QCM soit avec des organismes, maintenant la passe, il y a tellement d'organismes en ligne qui vous permettent de faire des QCM en ligne. Vous pouvez demander à vos prépas, à vos écuries, est-ce qu'ils ont des QCM, est-ce que vous avez les annales. Les annales, je vous conseille quand même de les garder pour la fin de l'année. C'est mieux de garder les annales histoire d'avoir un petit peu quand même de… Parce que c'est là où vous allez vraiment vous entraîner en conditions réelles. Donc moi, je les avais gardés vers la fin quand même. Vous pouvez en faire un petit peu, mais gardez-en un petit peu vers la fin parce que c'est un très bon entraînement. Et donc, vaut mieux entre guillemets, se cramer sur des QCM classiques plutôt que sur les annales trop tôt. Voilà. Là, je suis en train, donc je vous ai dit que j'étais en train de préparer aussi une IA qui permet de réviser. Évidemment, j'ai les entraîné donc, sur les cours de 4e, 5e et 6e année, mais également sur les cours de première année. Donc ça va vous permettre de pouvoir poser des questions à l'IA sur les cours de première année. Et également, j'ai créé une fonction sur l'IA qui permet de créer des QCM automatiquement sur certaines notions de cours. Donc ça, c'est cool, vous allez pouvoir créer des QCM à volonté. Donc voilà, ça, si vous regardez cette vidéo et que c'est déjà disponible, tant mieux, essayez l'IA et vous me direz ce que vous en pensez. Si elle n'est pas disponible, attendez encore un petit peu, ça va être disponible courant septembre 2024. Donc en gros, vous avez une fonction QI, donc QCM, qui vous permet de poser des questions. Donc vous lui dites, pose-moi 5 questions ou pose-moi 10 questions sur, par exemple, je ne sais pas, sur la cellule. Enfin, la cellule, c'est trop large. Il faut essayer de demander, par exemple, pose-moi 5 ou 10 questions sur la membrane cellulaire ou bien sur des cours de physique quantique, etc. Enfin, vous n'avez pas trop physique quantique, mais bon, voilà. Là, j'ai pas les cours sous les yeux, mais vous pouvez lui demander de vous poser des QCM sur certains types de cours et lui, il va vous poser les QCM. Et en fait, vous allez avoir plein de QCM et vous allez pouvoir vous entraîner. Donc, il y a cette façon-là aussi qui est pas mal. Donc, soit vous avez les organismes en ligne, soit les annales, soit même des QCM des étudiants qui a, que les organismes vous donnent. Voilà, donc trouvez des QCM et faites-en très régulièrement. Voilà, ça c'était le dernier point. Et donc après j'avais dit le point bonus, mais on en a déjà un peu parlé, c'est d'avoir un bon entourage, d'avoir un organisme, d'avoir un environnement de gens qui sont déterminés à réussir. Et ça va faire la différence parce que ça va vous pousser et ça va normaliser le travail, ça va normaliser la réussite. Et donc déjà de 1, vous allez pouvoir discuter avec des gens qui ont des bonnes notes par exemple et voir qu'ils n'ont rien de plus que vous. Ça c'est important à comprendre. Et c'est pareil, ceux qui ont réussi, deuxième, troisième année, ils n'ont rien de plus que vous. Il n'y a pas de super héros. Et voilà, moi c'est pareil, je vois dans l'entrepreneuriat, il y a plein de mecs qui disent
En fait, le plus important, c'est de démystifier la réussite et de se rendre compte que il y a plein de gens qui sont, je ne vais pas dire moins talentueux parce qu'il n'y a pas de talent en fait, mais il y a des gens qui sont comme nous en fait, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont passés à l'action. Et là, il faut juste arriver en première année et passer à l'action. Arriver en quatrième année, passer à l'action. Prendre ses livres, mettre en place une méthode de travail, suivre les 5 étapes que je vous ai dit. Et voilà, et vous avez toutes vos chances de réussir. Et ça, c'est essentiel parce que si on démystifie la réussite, on se rend compte que c'est juste des étapes à suivre et il faut juste s'y mettre. Et après, en fait, c'est bon, on est parti. Il n'y a plus de barrière entre. En fait, il faut supprimer les barrières entre vous et la réussite. Et pour les supprimer, il faut mentalement avoir la confiance de se dire si je me donne au maximum, en fait, c'est une confiance mais conditionnelle. C'est-à-dire que oui, vous allez réussir, mais il va falloir bosser, bien sûr. Mais si vous bossez, vous allez réussir. Et après, si vous avez ces deux conditions-là, vous dites ok, du coup, je m'y mets à fond, je vais réussir si je bosse, il n'y a pas de problème. Juste, je mets en place la bonne méthode et je me trouve plus d'excuses. C'est ça qui est important, ne plus se trouver d'excuses, ne plus avoir d'excuses et passer à l'action et être fier d'avoir tout donné tout simplement. Et puis après, si ça ne réussit pas, vous aurez déjà appris beaucoup de choses sur vous-même et vous pourrez toujours rebondir. Ça, c'est important. Ce sera l'objet d'un prochain podcast. Mais il y a trop de gens qui pensent que réussir une année, c'est une finalité. Passer en médecine, c'est une finalité. Oui, passer en médecine, c'est bien. Après, ça vous débloque plein de portes et vous êtes tranquille pour beaucoup de choses. Mais c'est comme l'entrepreneuriat. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec l'entrepreneuriat parce que c'est hyper intéressant. Il y en a qui vont monter une boîte, qui vont essayer de monter une boîte et ça va louper. C'est pas parce que vous avez loupé votre première boîte que vous avez loupé votre vie. Vous allez pouvoir avoir appris plein de choses qui va faire que vous allez lancer une deuxième boîte qui va encore mieux marcher. Et en fait, si ça se trouve, la première, c'était une mauvaise idée, ça ne vous correspondait pas, etc., etc. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on peut toujours rebondir. Et quand on a cette mentalité-là, qu'on peut toujours rebondir, qu'on met en place la bonne méthodologie et qu'on est un petit peu comme… moi, je lisais un livre récemment, là, ça s'appelle Antifragile de Nicolas Taleb. Et en fait, ça veut dire quoi? Il faut vraiment, pour résumer le livre en deux phrases, c'est comme dans la mythologie grecque, une hydre. Une hydre, quand vous coupez une tête, il y en a deux qui repoussent. Mais c'est exactement pareil. Si vous pensez que lorsqu'on vous coupe une tête, vous êtes à terre et c'est terminé pour vous, eh ben, ce sera terminé pour vous. Si vous pensez que vous êtes antifragile, c'est-à-dire que si on vous coupe une tête, il y en a deux qui repoussent et que vous êtes encore plus puissant, ben finalement, voilà, on est presque inarrêtable parce qu'on est capable de toujours rebondir. Et c'est hyper important d'avoir cette mentalité-là. Voilà. On discutera dans d'autres podcasts un petit peu. Là, pour l'instant, j'ai essayé aussi de prendre un peu le contre-pied de cette hustle culture, de toujours vouloir se dépasser, etc. Parce qu'il y a aussi un peu des côtés négatifs à ça. On en discutera un peu plus tard. Mais en tout cas, quand on a des projets précis, quand on a envie d'avancer, d'entreprendre, c'est important d'avoir de l'ambition, d'honorer son ambition et de mettre en place la bonne méthodologie, la bonne stratégie pour pouvoir réussir. Et pour ça, il faut être prêt à ne plus se donner d'excuses. C'est ça le plus important pour moi, ne plus avoir d'excuses, mettre en place la bonne méthode, s'entourer des bonnes personnes et juste passer à l'action. Voilà. Les 4 étapes, si on résume encore, c'est s'entourer des bonnes personnes, supprimer les distractions et les excuses, mettre en place la bonne méthode, 3 piliers, compréhension, répétition, entraînement et passer à l'action. Et on répète, on répète, on répète. Et après, ça va bien se passer parce qu'on aura supprimé les barrières entre nous et la réussite. Voilà. Donc j'espère que ce petit point sur finalement comment réussir son année, comment se lancer vous aura plu. N'hésitez pas un petit peu à me faire part un peu des retours sur tout ça. Moi je me suis rendu compte que je me suis pas mal cherché ces derniers temps. J'ai arrêté de poster des vidéos parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de réfléchir à quel était le format de vidéo qui me plaisait. J'ai réfléchi, est-ce que je faisais un petit peu des petits vlogs pour vous montrer… parce qu'en fait, moi, ce qui me passionne, c'est surtout, là, je fais pas mal pour les étudiants parce que il y a de la demande et je vois que ça me plaît. Je suis passé par là et j'ai envie de partager mes apprentissages. Mais le plus important pour moi, ça reste quand même maintenant la santé. Vous vous rendrez compte que avoir la bonne santé, faire attention à sa santé. Et surtout, je m'en suis rendu compte parce qu'en travaillant à l'hôpital, je vois des gens en très mauvaise santé. Bien sûr, c'est le concept de l'hôpital, mais comment dire, c'est une santé qui malheureusement n'a pas été entretenue. C'est-à-dire que si on fait attention à sa santé, à part certaines maladies que malheureusement on ne peut pas, éviter. Il y a des gens sur qui ça tombe et c'est comme ça et malheureusement, et heureusement que la médecine est là pour les sauver. La mucoviscidose, on ne décide pas d'avoir une mucoviscidose et maintenant avec des nouveaux traitements, c'est magnifique, on arrive à la guérir. Vous avez une sarcoïdose, malheureusement ça vous tombe dessus et il faut la guérir. Mais il y a énormément de pathologies et en fait les maladies qui nous tombent dessus, j'ai envie de dire, ça reste malheureusement une minorité de ce qu'on voit à l'hôpital. Et je vois que la plupart des gens, c'est des maladies, je vais être un peu cru, mais ils les ont cherchées en fait. Quand on fume toute sa vie, quand on ne fait pas attention, quand on boit, quand on ne fait pas d'activité physique,
le corps se détériore. Le corps et c'est comme une vraie, une belle voiture, ça a besoin de rouler et d'être entretenu. Si vous ne roulez pas régulièrement, donc si vous ne faites pas d'activité physique et que vous n'entretenez pas la machine qui est ce magnifique corps, ben en fait, il va se détériorer, il va se casser. Et donc voilà, donc ça c'est inévitable. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, demain, en fait, en ayant suivi pas mal de contenu d'entrepreneuriat, parce que je m'intéresse, moi j'ai envie de pouvoir entreprendre, inspirer, faire des choses, suivre mon ambition et suivre la voie qui me pousse à vouloir aussi un peu plus que simplement juste faire de la médecine. J'ai envie de pouvoir aussi faire un petit peu un côté entrepreneuriat. Donc ça me plaît. Mais la finalité de tout, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir partager des moments de qualité avec sa famille, avec ses proches et de pouvoir partager des bonnes valeurs avec les gens autour de soi. C'est ça qui est important pour moi en fait. Et donc demain, je me dis, même si j'avais plusieurs millions d'euros sur mon compte en banque, ça ne change pas grand-chose parce qu'à partir du moment où on a bien comblé les besoins vitaux et qu'on se sent bien, on se sent libre, c'est surtout ça, on se sent bien, ben finalement, ça se passe beaucoup mieux et on ouvre les yeux et on a besoin de plus. Parce que demain, avoir des millions et juste dépenser pour partir en vacances, pour cramer, acheter des voitures, acheter des fringues, ça va un petit peu, mais il y a un moment où ça devient la même chose et on s'habitue. Et donc, pour moi, une source de plaisir et de bonheur infini, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Et je me suis rendu compte que pour moi, ma mission principale, c'est de partager ça. Et il y a un moment où j'étais un petit peu en colère en fait par rapport à la santé, même à mon métier, parce que j'avais l'impression que ça n'avait pas beaucoup de sens. J'étais à l'hôpital et je faisais que, c'était même pas soigner, c'était juste pallier, rendre. En fait, c'était presque des soins palliatifs, mais à grande échelle. C'était du soin palliatif, du sirotique, des soins palliatifs, du fumeur, etc., etc. Et donc j'étais un petit peu en colère par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même transformer ça, on pouvait un petit peu ouvrir les yeux par rapport aux gens. Et en fait, il ne faut pas être défaitiste, il faut essayer de voir le bon côté. Oui, il y aura toujours des gens qui n'auront rien à faire de ce qu'on dit et qui vont continuer à ne pas prendre soin de leur santé. Mais en fait, si je pars du principe que je suis défaitiste et que tout le monde s'en fout, ça ne va pas aller parce que je vais devenir malheureux. Et donc, j'ai envie de prendre le contre-pied et de pouvoir partager ça, pareil, à travers du contenu qui, moi, me plaît. Moi, j'avais dit que j'arrêterais les formats short. Pareil, les vidéos hyper montées de 10-15 minutes où je dois scripter, etc. Ça ne me correspond pas. Et en fait, c'est important de suivre les choses qui sont naturelles pour soi. C'est pour ça que moi je suis content là, de trouver un format qui me plaît plus. Moi quand je suis à la salle de sport, quand je suis, ben voilà, j'écoute des podcasts, je ne suis pas en train de regarder des shorts, donc ça ne me correspond pas de faire des shorts. Et pareil, moi j'aime bien regarder des vidéos extrêmement montées qui durent 30 minutes, où là il y a plein de reportages, de documentaires sur des sportifs, etc., etc. Mais ça demande un travail qui, moi, n'est pas naturel pour moi. Et donc, je préfère lire des livres, consommer des contenus qui vont permettre à moi-même d'avoir une réflexion poussée et profonde, et ensuite de la partager naturellement en podcast, de vous apporter de la valeur comme ça, plutôt que de créer un script, de créer un montage hyper dynamique, etc., pour pouvoir faire partager une histoire qui de 1, pour moi, apporte moins de valeur, c'est plus du divertissement, même si c'est hyper intéressant et que je le consomme moi-même, mais ça ne me correspond pas. Donc en fait, c'est le même parallèle entre la façon de travailler qui est naturelle et la façon là de créer des choses qui est naturelle. Il faut que les choses vous paraissent naturelles. Moi, quand j'étais en première année ou même en sixième année, j'avais une méthode de travail. Je ne me suis pas forcé à faire comme les autres. J'ai fait la méthode DJ parce que c'était une bonne méthode. En sixième année, je n'ai pas fait la méthode DJ, mais je travaillais sur mes livres. J'étais content de travailler sur mes livres, je surlignais, etc. Et je prenais du plaisir. Et donc, vous preniez du plaisir dans votre quotidien. C'est pareil pour la santé. Est-ce qu'il faut faire un régime? Alors, on fera des vidéos un peu plus poussées sur ça. Là, je vous donne quelques petites pistes. Mais est-ce qu'il faut faire un régime? Est-ce qu'il faut s'obliger à aller à la salle de sport? En fait, le meilleur sport, le meilleur mode de vie alimentaire, parce que là, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie, c'est celui qui vous correspond. Et en fait, moi, j'ai compris qu'il faut essayer de trouver l'équilibre entre qui vous correspond, ça veut dire quoi? Qui vous correspond, c'est pas. Il faut faire la différence entre les addictions et quelque chose qui vous correspond vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à prendre du recul et que j'ai pris ce recul-là, que j'ai arrêté de faire un peu des vidéos parce que j'avais besoin de prendre ce recul. Est-ce que boire de l'alcool, manger du sucre, des glaces et des bonbons, bien sûr c'est agréable, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Non, c'est juste l'addiction qui parle. Maintenant, après,
qu'est-ce qui me correspond vraiment? Quel est le style d'alimentation que j'aime? Quels sont les sports qui me plaisent? Parce que scroller sur TikTok, jouer aux jeux vidéo, bien sûr que moi aussi c'est agréable et je pourrais me mettre 10 heures par jour et je pourrais me dire ah, c'est ça qui me correspond. En fait, c'est pas ça vraiment. Là, c'est juste l'addiction qui parle. Quand on a supprimé les addictions, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Moi, je me rends compte que ce qui me plaît, c'est les sports de raquettes. J'aime les sports de raquettes. Et là, je me suis rendu compte que j'en faisais pas assez. J'aime la salle de muscu aussi, mais ça doit être plus un complément. Et donc, je me dis, ok, ben, pourquoi je ne referais pas un sport de raquette? Ou bien, vous, ce qui vous plaît, c'est les milieux aquatiques. Donc, aller faire de la natation. Ceux qui sont proches de la mer, d'aller faire, je ne sais pas, de l'apnée, de la chasse sous-marine, peu importe. Ce qui vous plaît, c'est peut-être de faire des sports du yoga, du pilate. Ça vous paraît naturel. Vous n'avez pas besoin de vous motiver plus que ça pour le faire. Évidemment que des fois, on n'a pas envie et qu'il faut se motiver un petit peu, mais le meilleur sport, le meilleur régime, c'est celui qu'on n'a pas besoin de se pousser à faire. Et pour moi, en fait, il faut réussir à prendre du recul, supprimer les distractions mentales et dopaminergiques pour pouvoir se dire qu'est-ce qui, au fond, me correspond, me plaît vraiment. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ce travail-là, je trouve qu'on se sent beaucoup mieux. Parce que moi, voilà, maintenant, je me suis rendu compte que j'aimais bien une nourriture saine, des légumes, mais juste bien cuisinés. Et c'est sûr que manger de la salade crue, enfin sans sauce, et manger du poisson cuit à la vapeur sans rien, c'est pas agréable. Mais manger équilibré, mais des choses qui sont gourmandes, qu'on cuisine, qu'on prend le temps de cuisiner, etc. Plus, voilà, le but c'est pas de s'affamer non plus. Donc à 16 heures, moi je prends quand même des encas, je me prends un petit peu de skyr, du fromage blanc, je mets quelques noix, etc. Mais je prends plaisir à manger sans avoir l'impression de me forcer non plus. Et donc voilà, c'est réussir à faire cette balance-là entre, pareil, trouver un quotidien, des activités qui vous correspondent, qui vous plaisent, aller faire un petit peu de sport, un sport qui vous plaît, sortir voir des amis, aller un petit peu faire de la randonnée, de la marche en nature, proche de la mer, proche de la forêt, etc. Mais tout en réussissant à comprendre qu'est-ce qui est juste de l'addiction et qui est néfaste pour nous, et qu'est-ce qui est bon, mais qui reste agréable et en fait allier l'utile et l'agréable. Voilà. Donc c'est un petit peu ça les réflexions que j'ai eues ces derniers temps. Et du coup, je me rapproche un petit peu plus de ce que j'aime faire moi. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de plus de faire du format podcast. Je me pose, je vous parle. J'ai un petit script, je suis quand même une trame pour pouvoir avoir un plan qui est cohérent, mais j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos extrêmement montées, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos extrêmement scriptées, j'ai pas envie de prendre ma caméra partout et d'être trop intrusif dans ma vie. Je me pose ici, je vous partage de la valeur, je vous partage mes réflexions et puis on avance ensemble là-dessus sur des conseils pour bien réussir, mais toute cette mentalité-là qui fait que, en fait, vraiment, j'ai envie de partager le prisme de j'améliore ma santé, donc je dors bien, je fais du sport, je mange correctement, je fais attention à moi, je ne prends pas trop de risques, mais tout en explorant le monde. Donc vraiment ce prisme de je fais attention à ma santé à travers le fait que ça va me permettre d'améliorer ma vie. Parce que peu importe qu'on ait une femme ou un copain ou un mari ou pas, en fait, quand on est bien dans sa peau, quand on a une belle peau, quand on n'a pas l'air fatigué, qu'on progresse aussi dans sa vie parce qu'on est plus agréable, parce qu'on est plus aligné avec soi-même, on devient plus attirant. Et en fait, en étant plus attirant, on est plus lumineux, etc. etc. Donc en fait, voilà, moi, mon côté, en fait, je me rends compte que scaler sa santé, ça marche dans tous les domaines. Ça marche dans le domaine amoureux, ça marche dans le domaine de la famille, ça marche dans le domaine des études, ça marche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc faire attention à soi, prendre soin de soi, se voir en fait comme un sportif de haut niveau de la vie en fait. J'ai envie, à chaque fois, moi je dis sportif de haut niveau de l'entrepreneuriat, sportif de haut niveau des études, mais en fait c'est ça, c'est sportif de haut niveau de la vie, de la santé. Faire attention à soi. Évidemment que de temps en temps, j'aime bien me prendre des petits croissants le matin avec le café, etc. Mais ça reste très rare et la plupart du temps, je ne succombe pas et je ferai une vidéo vraiment dédiée par rapport à toutes les bonnes habitudes que j'ai mis en place et surtout toutes les mauvaises habitudes que j'ai supprimées parce que c'est ça le plus important, réussir à supprimer avant de vouloir rajouter. Mais toutes les choses que j'ai supprimées dans ma vie, ça me fait tellement du bien et je me sens beaucoup plus aligné avec moi-même et je me sens beaucoup plus libre et en bien meilleure santé et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc on continuera à parler de ça. J'ai envie de pouvoir vous faire des podcasts 1 à 2 fois par semaine, partager de la valeur. Et voilà, et j'ai pas envie de me forcer à faire des formats short, pas envie de me forcer à faire des formats MrBeast, hyper montés, etc. Ça ne me correspond pas. C'est pas des formats que moi je consomme. Et donc voilà, il y a bien des mecs aux États-Unis, Andrew Huberman, etc., qui font des podcasts 1 heure, 2 heures, qui apportent de la valeur, qui créent, qui créent de la valeur. Et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, c'est peut-être plus difficile à monter comme ça, mais si j'arrive à améliorer mes compétences, mes connaissances, ma réflexion
et améliorer aussi, là je vais prendre une formation sur l'art oratoire, essayer d'être un peu plus posé. Je sais que j'ai tendance à parler un petit peu vite, mais voilà, essayer de mieux parler, essayer de mieux exprimer mes idées, essayer d'avoir un meilleur storytelling pour vous, parce que une idée, si elle est illustrée à travers une histoire, elle est beaucoup plus simple à comprendre. Et donc voilà, je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça. Et voilà, je pense que le format podcast, format long comme ça où on se pose, on parle d'un sujet, c'est le format qui me correspond le mieux, c'est le plus naturel. Je pose ma caméra, je mets mon petit micro et c'est parti. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis motivé à revenir performant, je ne sais pas, mais motivé à revenir régulièrement et prendre cette caméra une ou deux fois par semaine et apporter de la valeur et vous partager un petit peu mes réflexions et où j'en suis. Parce que voilà, les choses vont avancer. Ceux qui sont intéressés, je ferai un épisode un petit peu dédié sur où est-ce que j'en suis dans les études. Là, j'ai envie de faire de l'ostéo-articulaire, pathologie du sportif, et donc je suis en train de mettre en place des échanges pour pouvoir aller rencontrer des personnes, pour pouvoir aller faire des congrès. Donc je vous partagerai tout ça un petit peu en débriefing. Et voilà, et donc c'est un format qui me correspond bien, on peut parler, vous pouvez faire autre chose à côté, aller au sport, moi j'adore écouter des podcasts durant le sport, et voilà, et en fait, si je fais ça aussi, c'est parce que tout ce que je consomme, ça m'apporte de la valeur et j'ai envie de pouvoir le rendre. Et la meilleure façon de le rendre, bah, c'est de créer soi-même du contenu. Donc je me suis beaucoup cherché, mais là je pense que c'est le bon format. Voilà, j'arrête, je ne m'éternise pas plus, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne rentrée, prenez du plaisir dans votre travail, supprimez les distractions pour se sentir libre. Et voilà, et soyez fiers de vous, c'est le plus important. C'est ça le plus important. Et surtout, prenez soin de votre santé, faites attention à vous, à sa santé mentale, sa santé physique, c'est extrêmement important. Et voilà, et le plus important, c'est de supprimer des mauvaises habitudes plutôt que de vouloir en rajouter. Moi, j'ai essayé de supprimer le sucre, l'alcool, la pornographie, les réseaux sociaux, essayer d'être le plus simple et le plus sobre possible, et ça fait vraiment du bien de se sentir plus libre dans ce sens-là. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Robin, ciao.